Claude Drange, médecin de soins palliatifs à la retraite maintenant. À la retraite? Eh oui, tout arrive. Donc je voudrais que vous puissiez revenir sur la position de la nouvelle loi sur l'hydratation et l'alimentation en fin de vie, car c'est un grand problème. De par la représentation qu'on a, mourir de faim, mourir de soif, ce serait atroce et épouvantable, alors c'est très bien qu'on soit positif, c'est pas le cas. Mais il semblerait que dans un texte de loi, à un moment donné, on soit revenu sur le fait que la nutrition et l'hydratation médicalement assistée n'étaient plus considérées comme un traitement et donc pouvaient être arrêtées, mais comme un soin de confort. Et donc ça, forcément, pour nous, soins palliatifs, ça nous met à mal. Et donc, est-ce que vous pouvez redire là publiquement le dernier texte de la commission mixte paritaire, le DRDR. Voilà, si il est bien dit que la nutrition médicalement assistée et l'hydratation médicalement assistée est un traitement et de ce fait peut être arrêté. De par la représentation là, ça nous aiderait beaucoup parce que ça serait catastrophique pour nous. D'abord, comment mouraient nos anciens? Ils mouraient selon une procédure médicale qu'on connaît, c'est-à-dire que leur conscience diminuait, ils s'alimentaient moins, on humectait un peu leur bouche, ils buvaient un peu, de temps en temps d'ailleurs ils buvaient de travers, et on s'arrêtait de les faire boire pour pas qu'ils aient un encombrement bronchique ou une fausse route. Puis ensuite leur conscience diminuait encore parce que leur filtration rénale diminuait, donc ils avaient des constantes biologiques qui s'altéraient, et puis ils buvaient encore moins et ils mangeaient encore moins, et puis leur conscience s'altérait, et dans ce cercle vicieux, ils finissaient par mourir. Donc, si je regarde les choses de manière claire, ils mouraient sans perfusion. C'est drôle comme aujourd'hui, le fait de mourir sans perfusion est presque devenu une faute médicale. Comment? Sans perfusion? Et oui. On peut mourir sereinement, sans perfusion et sans souffrance. Ça peut nous arriver. On n'est pas obligé de mourir avec une voie veineuse et avec des nutriments. Ça, c'est la première idée. Anecdotiquement, il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, vous savez, j'ai fait une bêtise horrible. J'ai ramené ma mère à la maison parce qu'elle voulait mourir à la maison. Bon, jusque-là, très bien. Vous avez bien fait, madame. Oui, mais on lui a enlevé la perfusion, elle est rentrée à la maison, et puis elle est morte sans perfusion. Elle est donc morte de faim et de soif. Je dis, mais elle est morte comment? Ben, elle est morte, elle s'est endormie doucement, et puis elle est morte dans la nuit. Je dis, mais elle n'est pas morte de faim et de soif, elle est morte comme de sa maladie, de son âge, de sa vieillesse. Regardez comment la symbolique finit par nous poser le problème qu'on est culpabilisé, et on arrive à culpabiliser les familles quand il n'y a pas un traitement qui est mis en place. Deuxième point, est-ce que l'hydratation est un soin ou un traitement? Bon, franchement... mettre un tube dans l'estomac par voie chirurgicale ou mettre des tubes dans les veines pour amener du glucose, de l'eau et des nutriments, c'est un traitement. Voilà. Un soin, j'humidifie la bouche, je fais du nursing. Un traitement, je fais une piqûre, je mets une sonde gastrique, je mets une sonde dans l'estomac. C'est un traitement. Donc, bon, après quand on l'a dit c'est un traitement, c'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce que je peux l'arrêter? Est-ce que je dois l'arrêter? Alors, l'Assemblée nationale avait écrit l'hydratation et la nutrition artificielle sont des traitements. Point. Bon. Mais un peu plus tôt, on avait écrit qu'en fin de vie, lorsqu'on fait une sédation profonde et qu'on endort le malade, on arrête tout traitement. On ne va pas à la fois laisser partir ce malade de manière apaisée et puis mettre des médicaments qui le maintiennent en vie le plus longtemps possible. Il faut avoir une certaine logique et accepter donc que la mort vienne. Donc les sénateurs, eux, disent « Ah oui, mais ils vont mourir de faim et de soif. » Il y a un peu du mal des sénateurs, ça fait du bien. Et donc ils écrivent « L'hydratation et la nutrition est un soin qui doit être prolongé jusqu'à la fin de la vie. » Non, ça va. Tu ne vas pas mettre une perfusion obligatoirement. Puis alors, il y a un médecin qui dit, soins palliatifs, qui dit, tu sais, moi, je garde une perfusion jusqu'à la fin de la vie quand j'ai besoin de soulager le malade. Parce que la morphine ou l'hypnovel, les médicaments sédatifs et antalgiques, ça m'arrange bien d'avoir une voie veineuse et de passer les médicaments. Alors,
D'abord, première réflexion, si dans les lois on essayait de ne pas trop écrire des choses précises qui posent des problèmes dans des cas particuliers, ce serait bien qu'on définisse les grandes choses, puis qu'on laisse le médecin le choix de faire ou de ne pas faire. Mais quand même, il y a eu une décision du Conseil d'État, validée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Vincent Lambert, qui dit « L'hydratation et la nutrition sont des traitements, et les médecins ont eu raison de proposer l'arrêt de leur traitement selon la procédure collégiale. » Et donc on a écrit « L'hydratation et la nutrition artificielle sont des traitements qui peuvent être arrêtés. » Qui peuvent, ça veut dire que si vous avez besoin d'une voie veineuse, vous la gardez, vous n'êtes pas obligé de passer 3 litres d'eau, et qu'en revanche, si vous n'avez pas de perfusion, vous n'êtes pas obligé de perfuser le malade parce qu'il va mourir s'il n'en a pas besoin et si sa mort se déroule de manière sereine et apaisée. Je pense que là-dessus, le piège qu'on a, je veux dire, j'ai vu qu'à un moment donné, dans le débat qu'on avait avant, dans les commissions, etc., on finissait par nous demander quelle était la dose d'hypnovel ou la dose de milligrammes de morphine qu'il fallait faire par heure. Il y a un moment où les lois elles définissent des grandes lignes. Et ensuite, les praticiens, ceux qui la mettent en pratique, il faut qu'ils aient la capacité d'agir et de réagir au cas par cas. Et tout ce qui est rigide dans ce domaine, parce que justement c'est des conflits de valeurs dans des situations particulières, eh bien, crée des situations de tension. Si on avait mis les directives anticipées sont opposables, quel que soit ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il fait le médecin quand il reçoit le coma éthylique et qui a écrit « si je suis dans le coma, je ne dois pas réanimer ». Il est en difficulté entre sa conscience, l'évidence de l'évolution médicale et puis la loi. Donc il faut que les lois cadrent. La loi, c'est, Gérard le sait mieux que quiconque, la loi c'est normatif, ça dit la norme, ça dit le permis, ça dit l'interdit, voilà. Et c'est universel et ça s'applique à tout le monde. Or, quand on parle de la mort, on parle de la réanimation du nouveau-né prématuré, on parle de la mort du vieillard qui termine sa vie tranquillement, on parle de la mort de celui qui, avec des métastases osseuses, souffre le martyre, on parle de la mort de celui qui, dans un accident de voiture, a des lésions cérébrales majeures et irréversibles et sur lesquelles on va décider d'arrêter le maintien du respirateur. Donc tout ça, c'est la mort. Mais on voit bien que les attitudes sont très différentes d'une situation à l'autre et il faut laisser ces marges de manœuvre. Donc la nutrition et l'hydratation sont des traitements qui peuvent être arrêtés.